Sénégal est dans la pointe extrême de l'Atlantique, du continent africain. Au nord, on est bordé par la Mauritanie, à l'est par le Mali, et au sud par la Guinée, ainsi que la Guinée-Bissau. Voilà. J'ai sélectionné un certain nombre d'images, pour ceux qui ne connaissent pas le Sénégal, vous pouvez pouvoir se le représenter. Okay? C'est une histoire, c'est également des hommes, c'est également des symboles. Okay? Le Sénégal, pays de la Teranga, ça veut dire l'hospitalité en général. Donc c'est un pays ouvert à un certain nombre de choses. Il y a une ouverture au point de vue de la dimension culturelle, une ouverture du point de vue économique, une ouverture du point de vue politique, et généralement c'est ce qu'on se représente du Sénégal. L'autre élément important, c'est que le Sénégal a une histoire. La grande histoire a été faite avec la France, qui est le pays colonisateur d'origine. Donc c'est la photo numéro 2. Et l'autre plus grand symbole du Sénégal, c'est le baobab. Le baobab, symbole de ténacité, symbole de force, symbole d'arbres qui brassent le temps et les aléas climatiques. Quelques images d'hommes qui représentent bien ce que sont les Sénégalais. Il y a Cheikh Anta Diop, qui est un grand africaniste, un très grand égyptologue, qui est connu pour avoir écrit un certain nombre de choses intéressantes sur l'Égypte antique. Abdou Diouf, qui est connu pour être le secrétaire général de la francophonie actuellement. Youssou N'Dour, notre star international, qui est un véritable ambassadeur de ce pays. Et enfin, Léopold Sédar Senghor, qui est également le premier président sénégalais, mais qui est également un très très grand, le premier académicien sénégalais à Paris. Et la dernière image, en rencontre du Paris-Dakar, qui je pense qui est l'un des événements mondiaux qui représente le mieux ce que c'est le Sénégal. Maintenant, je vais vous parler un peu rapidement de ce que HBDO fait. Donc, on fait la gestion globale du risque. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on prend en charge le renseignement commercial et on va jusqu'à l'appui à la gestion en passant par l'aide à la décision. Donc, on est basé sur un réseau international de chercheurs associés, de risque analystes, ainsi que de correspondants HBDO. Donc, on est présent en Colombie, en Bolivie, au Sénégal, en Tunisie, au Maroc, en France, en Belgique et depuis 2 semaines en Inde et au Sri Lanka. Donc c'est un réseau qui est en train de grandir pour pouvoir justement faire ce renseignement commercial. L'autre élément de HBDO, c'est sa plateforme technologique qui permet à la clientèle de pouvoir faire ça quasiment en temps réel, sa propre gestion des risques. Je vais maintenant vous parler des opportunités du Sénégal tout de suite. Généralement, dans la démarche d'HBDO, on dit que le risque n'est pas mauvais a priori. Quand on se projette à l'international, quand on va à l'export, lorsqu'on prend le risque, il peut y avoir une dimension positive. Là, on l'appelle, c'est l'opportunité, on la saisit. Et la dimension négative, c'est le danger. Donc, l'objet de cette intervention aujourd'hui, c'est de parler de la pomme verte qui représente dans notre jargon l'opportunité. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'opportunité des affaires au Sénégal. Mais pour les besoins de mon intervention, obéissant généralement à notre démarche, on va prendre 2 temps. C'est 2 moments de la présentation. Le premier moment, c'est les données structurées. Les données structurées, c'est ce qu'on trouve généralement dans les rapports, ceux qui sont conçus par les politiques, par les organismes multilatéraux. C'est la Banque africaine de développement en Tunisie, c'est la Banque mondiale, c'est également des rapports qu'on trouve à exportation et développement du Canada. On peut également trouver ces éléments structurés là chez Standard & Poor's, à la COFAS, chez Fitch et chez Duns & Bradstreet. Donc ce sont des données structurées disponibles publiquement. Donc le deuxième moment, ça va être les données non structurées, parce que on peut repérer les opportunités d'affaires publiées, conçues, pensées et sorties dans les rapports, mais il y a des opportunités d'affaires qu'on peut avoir lorsqu'on a une présence sur le terrain, lorsqu'on est dans le vécu des affaires sur place. Et là, effectivement, HBDO a des choses à dire là-dessus, parce que justement au Sénégal, on a un partenariat stratégique qui nous permet de faire un certain nombre d'études.
Voilà, donc on y va, donc ça marche. Quelques chiffres pour parler un peu du marché sénégalais. 13,2 milliards, c'est le PNB, c'est le PIB nominal. 13,21 millions, c'est la population. 28,17 millions de dollars canadiens, c'est l'importation en provenance du Canada. Généralement, c'est des matières grasses, c'est également des produits combinés. Et selon ça, ce sont les chiffres de exportation et développement Canada pour 2012. Le Sénégal a réalisé un taux de croissance de 3,5% en 2012 contre 2,1% en 2011 selon les chiffres du FMI publiés en avril 2013. Donc c'est pas très dur. Donc nous retiendrons aussi que le Sénégal capitalise beaucoup sur une longue tradition de stabilité politique, ce qui est une information importante dans ces régions africaines. L'autre élément important, c'est que le Sénégal, on l'a vu tantôt, est au carrefour des routes maritimes et des routes aériennes. Donc c'est une position géostratégique pour les transports internationaux. Je vais vous parler maintenant des données structurées. Je t'appelle données structurées les éléments, les données qui sont disponibles publiquement. Les éléments qui sont disponibles publiquement, on peut les trouver chez Transport, Exportation Développement Canada, à la BAD. On peut également les trouver au niveau de la Banque mondiale, du FMI, etc. Ce sont généralement des données qui sont pensées à travers des ateliers, des colloques, des séminaires intergouvernementaux et incluant des organismes multilatéraux pour le développement et qui sortent généralement sous le nom de programme, comme par exemple stratégie de croissance accélérée pour le Sénégal, en ce qui concerne les programmes de la Banque mondiale au Sénégal. Donc le premier élément qu'il faut retenir, c'est au niveau du cadre légal et réglementaire. Le cadre légal réglementaire est basé sur un code des investissements favorable. Favorable parce qu'il y a des projets d'investissement éligibles qui sont très ouverts. Ça va des mines au transport, en passant par les industries culturelles, en touchant au secteur des industries halieutiques, de la pêche. Ça touche également tout ce qui est agro-business, les produits des fruits, les cultures maraîchères, également les produits de la mer. Il y a également des conditions d'accès assez simples. Conditions d'accès simples parce qu'il faut quand même, si on veut se lancer en affaires là-bas, faire des investissements, le minimum qu'on demande en droit d'entrée, c'est 5 millions de francs CFA. Donc ce qui n'est pas très très élevé, eu égard à la comparaison qu'on peut faire avec d'autres pays. L'autre élément important, c'est le délai de traitement. C'est un pays qui a quand même réussi, à travers la paix, à créer un guichet unique. Donc en 10 jours, on peut monter son entreprise, ouvrir une filiale, et toutes les formalités administratives, juridiques et commerciales sont prises en charge par cette organisation. On l'appelle le guichet unique pour les investissements. Et pour finir, il y a un certain nombre d'exonérations, des avantages fiscaux importants, des avantages fiscaux qui ont trait au recrutement. Par exemple, pour un certain nombre d'industries, par rapport à la technologie, on donne une spécificité qui est assez claire au Sénégal. On donne à un certain nombre d'investisseurs la possibilité de recruter pour 5 ans en contrat à durée déterminée, ce qui n'est pas possible dans d'autres secteurs et ce qui n'est pas possible dans d'autres pays. Donc pendant 5 ans, on peut recruter à moindre coût un personnel très très qualifié en contrat à durée déterminée. Ça fait partie des avantages. D'autres avantages, ce sont des exonérations au terme des investissements. Au terme des investissements, il y a comme par exemple lorsqu'on vient avec notre outil de production, ça peut être des machines-outils, etc. Il y a des exonérations douanières. Il y a également des exonérations fiscales à l'exploitation. Ça peut, comme je viens de le dire, ça peut toucher le recrutement. Ça peut également toucher les exonérations de taxes par rapport aux produits et aux services, aux travaux qu'on prend à partir des fournisseurs sénégalais locaux. Donc il y a un certain nombre il y a un corpus fiscal qui est assez intéressant dans le code des investissements sénégalais. L'autre élément important à retenir,
c'est qu'il y a également des opportunités d'investissement qui sont choisies, toujours du point de vue des données structurées. D'abord, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre sénégalaise est connue pour être très très qualifiée. Ce qui se passe, la boutade qui dit, c'est que le Sénégalais n'a pas de diamant, le Sénégal n'a pas d'uranium, le Sénégal n'a pas d'énormes champs de pétrole, le Sénégalais, la principale richesse du Sénégal, c'est le Sénégalais. Il y a une vingtaine d'années, le chômage était avoisiné de 10%. À l'époque, Abdou Diouf, qui était président de la République, avait décidé de créer des boulangeries, c'est-à-dire des petites unités de production, de fabrication de pain et de pâtisserie, et il est dédié aux maîtrisables. Donc il n'y avait que des étudiants qui avaient validé leur diplôme de maîtrise en sciences économiques, en chimie, en biologie, etc., qui n'avaient pas de travail et qui se sont retrouvés boulangers. Donc c'est connu pour être le Sénégal quand même, du point de vue de l'éducation, du point de vue de la valorisation des ressources humaines, c'est la principale richesse. La première richesse du Sénégal, on va revenir tantôt, c'est le Sénégalais lui-même, le Sénégalais et les Sénégalaises. Les opportunités d'investissement qui sont généralement ciblées. Parmi ces opportunités d'investissement-là, on peut noter des opportunités d'investissement au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des opportunités d'investissement du point de vue des textiles, des opportunités d'investissement du point de vue de l'agro-industrie, du point de vue du tourisme et du point de vue des mines. Et nous allons tout de suite voir que depuis l'année 2000, la stratégie pour attirer les investissements étrangers a été beaucoup réorientée vers les services. C'est avec l'arrivée du concept d'outsourcing ou d'externalisation. Je pense que la Tunisie également est championne maintenant en ce qui concerne l'externalisation. Donc nous voyons tout de suite que au niveau des mines, le Sénégal est connu pour avoir des ressources minières jusqu'aux années 2010 assez limitées. D'ailleurs, il y a un rapport du Bureau de responsabilité sociale des entreprises de l'industrie extractive basée à Toronto qui avait fait une étude et qui disait que la représentation du Canada au niveau des industries minières au Sénégal n'était que de 1%. Mais il n'avait pas perdu de vue que dans les 5 ou 6 prochaines années, au vu du potentiel, il y a beaucoup de possibilités du point de vue des mines. Et au niveau du Nord, le sud-est sénégalais est très très riche en or, exploité grandement pour l'instant avec des moyens traditionnels, des individus ou des peuples venant de toutes les régions alentours se présentent là pour exploiter l'or. Il y a également du phosphate, du bauxite, il y a du fer et il y a maintenant des campagnes d'exploration au large des côtes sénégalaises en ce qui concerne la présence du pétrole. Donc ça, du point de vue des mines, des industries extractives, il y a un certain nombre de possibilités qui ont été repérées. L'autre élément important, c'est au niveau de l'agro-industrie. L'agro-industrie regroupe généralement les métiers qui ont maille à partir avec les fruits, les légumes et les produits de la pêche. Je rappelle tout de suite que le Sénégal est contourné par ce qu'on appelle le fleuve Sénégal, je pense que c'est assez connu, et le lit est un grand limon fertile. Il y a 240 000 hectares de terres disponibles qui sont maintenant rachetés à tour de bras par les Saoudiens ainsi que les Koweïtiens et qui donnent une grande possibilité de culture liée à l'agro-business. Donc qu'est-ce qui se passe? Pendant longtemps, la France avait un peu mis la main sur cette partie du Sénégal et a développé un certain nombre d'industries liées par exemple à la tomate. La tomate cerise sénégalaise est l'une des plus réputées au monde. La France avait créé une organisation d'entreprise qu'on appelait la SOCAS qui produisait cette tomate cerise qui était exportée partout dans le monde. L'autre élément important, c'est au niveau également de la pêche, des produits de la pêche. La plus grande partie des ressources disponibles sont issues de la pêche, 12% du PIB. Donc, il y a des ressources du point de vue du poisson,
du point de vue des crustacés et du point de vue du traitement de ces éléments-là. Donc il y a également un certain nombre d'opportunités dans le stockage et la transformation des produits de la pêche. Donc c'est bienvenu que dans les données structurées, toutes les organisations multilatérales du développement aient vu cet aspect-là. L'autre aspect important, c'est au niveau du textile. Le Sénégal, jusqu'aux années 95-97, était connu pour être un grand producteur de coton. D'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, comptez le Mali, le Sénégal, la Guinée, on a là le poumon de l'industrie du coton d'Afrique de l'Ouest. Donc le Mali est particulièrement actif là-dessus. Et il y a de grandes possibilités en ce qui concerne l'implantation des filatures de coton et la transformation même en produits finis. Faire des jeans, faire des t-shirts, etc. La Sodefitex, qui a été longtemps l'industrie étatique qui s'occupait de la production et de la transformation du coton sénégalais, a eu ses heures de gloire à travers cet élément-là. Cet élément qui est la disponibilité immédiate autour de la région de 2 millions de tonnes annuelles de coton brut à traiter et à exploiter. L'autre élément important également, c'est au niveau du tourisme. Le Sénégal est connu pour être un pays de la teranga, un pays de l'hospitalité. Donc, depuis les indépendances, l'industrie du tourisme s'est développée principalement dans la Petite Côte, qui part de Dakar au Sine Saloum, et en Casamance, également dans ce qu'on appelle le parc Nokolo-Koba, qui se trouve dans le sud-est. Ce tourisme-là s'est développé récemment avec l'apparition de grands ensembles touristiques au niveau de Dakar même, parce qu'on s'est rendu compte que le tourisme de loisirs n'est pas le seul élément qui puisse engager des revenus pour le pays. On s'est lancé dans le tourisme d'affaires. Donc, avec l'organisation, la conférence mondiale islamique, il y a quelques années, ils ont développé une infrastructure dédiée aux affaires. D'ailleurs, je vais dire tout de suite ici que l'actuel emplacement de l'aéroport international du Sénégal est justement dédié dans le futur pour être une sorte de city Dakar, du city sénégalais. Parce que, en même temps, au moment où je vous parle, on est en train de construire l'aéroport international Blaise Diagne, juste où on peut aller à l'intérieur du pays. Donc le tourisme, c'est également des opportunités d'affaires certaines. J'ai mis en vert les nouvelles technologies de l'information et de communication parce que c'est important. Cet aspect a été bien repéré, a été bien cartographié et bien signalé par les organismes internationaux pour le développement ainsi que par l'État sénégalais. À partir des années 90, spécialement à partir de 1997, le Sénégal est entré dans un consortium. Le consortium regroupé Ambaria, le brésilien, il y avait le Sénégal, il y avait Orange. Donc l'idée principale, c'était d'amener la fibre optique au Sénégal. En fait, d'amener la fibre optique au Sénégal, c'était de profiter du projet Atlantis 5 qui signifiait qu'il fallait amener la fibre optique de France, de l'Europe, au Brésil, en passant par le Sénégal. La Sonatel, la Société nationale de télécommunications, en a profité pour entraîner le Sénégal très vite dans l'ère numérique. Donc l'Internet, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont entrées ainsi de plein fouet dans l'économie sénégalaise. L'autre élément important à retenir, c'est du point de vue de la main-d'œuvre. Je l'ai dit tantôt. Depuis les années 90, spécialement dans mon université d'origine, l'université de Saint-Louis, où j'ai passé quand même 5 ans avant d'aller en France pour finir mes études, se sont développées des formations. Plein de formations liées à ces nouvelles technologies-là. Donc la création de sites web, la gestion de bases de données, l'e-commerce, etc. Donc à partir de 2000, le Sénégal était mûr pour se lancer dans l'externalisation de produits des nouvelles technologies de l'information et de communication. Et il s'est avéré qu'il y a un marché pour cela, l'outsourcing. Donc, à partir de 2005, il y a eu une floraison d'opportunités d'investissement au niveau de ces nouvelles technologies qui sont manifestées spécialement au niveau de ces grands ensembles. D'abord, les centres d'appel. Orange, en partenariat avec une entreprise sénégalaise, PCCI, a ouvert l'un des plus grands centres d'appel d'Afrique de l'Ouest. Ils prennent directement des appels venant de France avec tout ce qui
tout ce qui comporte comme facilitation au niveau dans ce domaine-là. L'autre élément important, et qui est apparu il y a 2 ans, c'est au niveau de la télésaisie et la télétraduction. Imagine, à Montréal, il y a des documents officiels, des documents d'entreprise qui stockés dans un hangar qui sont rédigés en anglais. Au Sénégal, il y a maintenant, on compte à peu près 8 universités dans les grandes régions du monde, et avec des départements d'anglais. Il est apparu que pour contribuer au financement de ces entreprises-là, la télétraduction est un élément important. Donc ce marché-là s'est développé. C'est une opportunité. Beaucoup de pays qui ont des documents en anglais qui peuvent les tourner en français font ce pas-là. Ils se font traduire au Sénégal et envoyer par Internet des versions tout faites. C'est une opportunité. L'autre opportunité, c'est au niveau du développement des logiciels. Google s'est installé au Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité. C'est une tête de pont. C'est une tête de pont pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, de ce point de vue-là, Microsoft s'est installé, Google s'est installé. Il y a définitivement une main-d'œuvre suffisamment qualifiée pour pouvoir fournir des éléments innovants adaptés à l'Afrique au niveau de ces éléments. L'autre grand élément au niveau des nouvelles technologies de l'information et des communications que je vais mentionner ici, c'est la gestion des bases de données. La gestion des bases de données, il est apparu que dans un certain nombre de pays en difficulté en Afrique, que la base de données est devenue une richesse. En Côte d'Ivoire, lorsque les événements de Côte d'Ivoire sont développés, ils se sont rendus compte qu'en situation de guerre, l'infrastructure des bases de données de renseignement commercial était exposée. Donc c'était exposé à une grenade, exposé à une lance-roquette, et puis il n'y avait pas de plan de continuité des affaires derrière. Donc une tour de serveur qui prend une lance-roquette, c'était des données perdues, et généralement ce sont des données stratégiques au vu de des campagnes d'exportation de ce pays-là. Il est apparu, des entreprises sont installées à Dakar, à l'université de Saint-Louis, pour justement pouvoir externaliser dans un environnement politique stable la gestion de ces bases de données. L'autre élément important que j'aimerais souligner ici, en faisant justement l'économie des autres boules, c'est l'externalisation des processus d'affaires. Il est apparu qu'il y a un marché important, par exemple, du point de vue de la gestion de la facturation, de la gestion des documents, de la gestion des fournisseurs. Parce qu'effectivement, il y a des logiciels de gestion intégrée qui permettent maintenant de faire ces activités au sein de l'entreprise à distance. Effectivement, il est apparu, moi je me retrouve souvent au sein d'HPDO avec ces problématiques-là. Donc des problématiques de gestion ou de numérisation de documents. Des problématiques de gestion, par exemple, de la comptabilité. Donc il y a une bonne base comptable sur place. On peut faire facilement des comptes de résultats, des bilans financiers, des plans de trésorerie, avec une bonne expérience, une bonne formation de ce que se fait ici, dans ces domaines des chiffres-là. Et là, effectivement, ça autre chose. Donc, on l'envoie la veille, disons 5 heures de décalage. Avant, au réveil, on a déjà sur son ordinateur, déjà tout fait, tout préparé. Ça, ce sont également des opportunités qui ont été bien entendu repérées, structurées, qu'on peut trouver au niveau. Vous pouvez même trouver ces informations sur la page officielle de la CIA, l'organisme d'intelligence américain. Donc, ce sont des données structurées, c'est avec des négociations, des séminaires et des ateliers que tout ça s'est fait. Je vais tout de suite vous amener à parler des données non structurées, parce qu'après, on reste plus de 5 minutes. Les données non structurées, c'est tout ce qu'on peut avoir lorsqu'on se trouve sur le terrain humain. Donc, parmi les données structurées que j'aimerais vous faire voir, bien entendu, HPDO, parce qu'on est présent sur place, on fait des sondages, on fait des enquêtes, on fait des tests, on fait des focus group, et ainsi qu'on fait des observations participantes. Donc, on a mené un certain nombre d'études
par exemple en juin 2012, sur les télévisions privées, sur les juilleries, sur les javel et les salons liqués. Et aujourd'hui, on développe ce qu'on appelle le cadre intégré de gestion du risque pour le secteur minier, transnational, Sénégal, Sierra Leone, Mauritanie, Tchad, Mali. Donc c'est vraiment une étude à 360 degrés de ce secteur minier. Donc j'aimerais vous montrer des éléments importants que je voulais partager avec vous en ce qui concerne les besoins non structurés. Donc je vais aller tout de suite à ce slide, parce qu'il regroupe généralement ce qu'on trouve dans le vécu des affaires comme opportunité d'affaires. Au niveau de l'audiovisuel, une foultitude de télévisions privées sont développées. Il y a un marché important pour ce qui est de la production audiovisuelle, ainsi que dans le Sénégal a signé en 2006 le passage de l'analogique au numérique, la TNT. Donc ça permet à une vingtaine de chaînes de télévision de radio d'utiliser une seule fréquence plutôt que 20 fréquences. Donc là, c'est en balbutiement, il y a un marché important pour ça. En ce moment au Sénégal. Sur le terrain, du point de vue de la justice, si par exemple les grands cabinets d'avocats canadiens veulent investir au niveau du droit, effectivement les professions libérales, il n'y a pas d'accès pour les étrangers de ce point de vue-là, mais on peut, par partenariat, ouvrir des grandes enseignes avec des professionnels du droit sénégalais et justement se battre de ce point de vue-là et pouvoir exister. Et enfin, je vous parlerai de la mobile money. C'est le grand marché à venir. Ça va décloisonner le développement. Ça va permettre à tout un chacun de pouvoir faire des transactions monétaires via son téléphone portable, par SMS. M-Pesa au Kenya et le paquet. Donc sur le terrain, ça, lorsqu'on est sur le terrain, ce sont les zones d'opportunités d'affaires pour l'on. Et pour finir, je vais vous raconter un peu l'histoire de mon fils. Quand j'ai commencé à travailler sur les slides-là, j'ai sorti à un moment mon livre, Penser le développement, Penser le risque en développement international. Il a vu développement. Il m'a dit, papa, c'est quoi le développement? J'ai dit, bon, finalement, le développement social, changement social et tout ça. Il dit, mais papa, je comprends bien. Mais finalement, le développement, c'est juste enlever l'enveloppe. C'est enlever l'enveloppe. C'est la meilleure définition du mot développement commercial que tu peux avoir. Mon fils de 9 ans, hier soir, m'a appris ce que c'était vraiment l'explication la plus simple du développement. C'est réfléchir, c'est développer, enlever l'enveloppe. Et pour enlever l'enveloppe, bien entendu, ce genre d'activités organisées par le Conseil canadien pour l'Afrique, les activités de contactement, les activités de HPDO participent d'enlever le rouge, d'enlever les dangers et de montrer le vert, le fruit qui est à l'intérieur, qu'au sont des opportunités. Donc développons, c'est un moment important. Développons encore et j'espère que nous aurons d'autres opportunités pour le faire. Merci de nous